Bonjour Maître Marcel Poirier. Bonjour Grégory. Merci de nous recevoir une nouvelle fois dans votre bureau ici pour parler immigration aux États-Unis. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui en passionne plus d'un. On va parler du visa H-1B parce que bien évidemment, la procédure pour appliquer, la date de départ pour envoyer son dossier, c'est le 1er avril. Alors tout à fait, le H-1B, c'est un visa que nous ne traitons pas toute l'année. Ouais. C'est une fois par année parce que tous les dossiers doivent arriver la même date, le 1er avril. Ça veut dire qu'au 31 mars, les FedEx doivent partir pour que le dossier arrive le 1er avril pour un début d'emploi le 1er octobre. Alors justement, ça s'applique à qui ce H-1B? Qui peut postuler pour un H-1B? Le H-1B est le visa pour les professionnels. Alors, leur définition de qui peut appliquer pour ce type de visa, ce sont les gens qui sont diplômés. Ça veut dire au moins l'équivalent d'un bachelor américain, 4 ans d'université ou 5 ans ou plus d'université, les gens qui ont fait un programme universitaire. Aussi les gens qui ont 12 ans d'expérience professionnelle ou ils acceptent également une combinaison des deux. Alors, je vais expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. Si, par exemple, une personne a fait 2 ans d'université, mais pas 4. Il manque 2 ans pour arriver à l'équivalent de 4 ans d'université. Alors, pour chaque année manquante d'université, ils peuvent donner 3 ans d'expérience professionnelle. On peut compenser. Et ils peuvent combiner les 2 ans d'université avec 6 ans, s'il manque 2 ans, 3 ans plus 3 ans d'expérience professionnelle. Alors, à ce moment-là, il faut faire une évaluation de leur diplôme, de l'expérience professionnelle par une agence qui est approuvée par l'immigration américaine pour dire oui, cette personne a bien l'équivalent d'un bachelor degree américain. Ça veut dire pour les Français, un bac plus 4. Pour les Canadiens, ce sera un bachelor degree américain. Alors, c'est un visa qui est dédié aux professionnels. Mais qu'on soit d'accord, on ne peut pas appliquer seul. Si on est professionnel, il faut obligatoirement avoir un sponsor pour avoir un H-1B. C'est ça. Alors ça, c'est un point important parce que les gens pensent que vous pouvez appliquer tout seul pour un H-1B. Tous les H-1B, vous devez avoir un employeur américain qui fait la demande du H-1B. Et la demande ne peut pas être pour n'importe quelle position. Ce sont des positions qui requièrent un minimum d'un bachelor degree. Alors, donc minimum. Un manager ou plus haut, parce que ça ne peut pas être une position qui est considérée non professionnelle pour l'immigration américaine. Alors, il faut vraiment que ça soit spécialité qui demande un niveau universitaire ou 12 ans d'expérience professionnelle. Ça, c'est aussi des questions qui sont assez difficiles parce que ce sont des visas qui a énormément de refus. Alors, et il y a un problème que nous allons discuter tout à l'heure des quotas. Mais quand je dis qu'il y a beaucoup de refus, c'est qu'ils vont regarder si vraiment la position demande un niveau professionnel universitaire, si la société, auparavant, pour la même position, a déjà embauché des gens avec ce niveau professionnel. Le salaire minimum est déterminé par le département du travail et non pas par l'employeur. C'est-à-dire qu'il faut respecter la volonté du département du travail, c'est ça? C'est ça. Si l'employeur ou le salarié désire un salaire, entre guillemets, on s'en moque tant que le département du travail n'a pas donné son accord ou n'a pas donné une valeur à respecter. Alors, quand le dossier est préparé, nous devons avoir un minimum de salaire qui est déterminé par le département du travail. Alors, si, par exemple, le salarié veut avoir 40 000 $ par année et que le département du travail dit que cette position requiert 50 000 par année, l'employeur est obligé de payer le minimum déterminé par le département du travail. Il ne peut pas payer moins que le salaire déterminé. Alors, ça, c'est un des aspects du H-1B qui, des fois, n'est pas facile pour les employeurs parce que, des fois, les salaires sont plus hauts que qu'est-ce que l'employeur voudrait payer. Alors, ils sont obligés, ils ont l'obligation de le payer et ils peuvent avoir des pénalités dans le futur assez importantes si le salaire n'est pas respecté pour le H-1B. Et le H-1B peut être aussi pour temps partiel, c'est important, parce que ça peut être pour moins de 35 ou 40 heures par semaine pour, disons, si les salaires sont trop élevés, un employeur peut décider de prendre la personne pour un temps partiel. Alors, on l'a dit, on a constitué notre dossier pour le H-1B. L'ouverture, c'est le 1er avril. Il faut se précipiter, c'est ça? Parce que la fenêtre est assez étroite, finalement. Exactement. Alors là, nous sommes déjà au 6 mars aujourd'hui, la date de ce vidéo. Et ça veut dire que pour les gens qui veulent faire un H-1B, il faut les préparer maintenant parce qu'il y a quand même une procédure qui est assez longue pour préparer ces dossiers. Le gros problème et le changement important cette année par rapport aux quotas. Donc c'est ça, donc à partir du 1er avril, finalement, il va y avoir un quota alloué à ces H-1B. C'est ça. Il est assez faible, on peut dire ça, on parle de 65 000 visas alloués chaque année, mais ce n'est pas 65 000 pour tout le monde. Finalement, il y a des critères à respecter, il y a une nouveauté cette année. Alors, c'est 65 000 pour les H-1B et ils accordent 20 000 visas pour les gens qui sont diplômés
d'un master américain, d'une école américaine, un diplôme américain. Le changement qui a été mis en place cette année, c'est que pour les 65 000, ils prennent également, pour les premiers 65 000, ils prennent également les gens qui ont des diplômes américains de master, de niveau master, dans les 65 000. Et quand les 65 000 sont atteints, après les autres 20 000, ils vont continuer à accepter les gens que pour les masters américains. C'est ça, ce qui fait un total de réduction pour les gens qui n'ont pas de master's degree américain d'environ 16 %. Ça veut dire environ 5 000 visas. Ça veut dire qu'ils ont réduit le nombre de H-1B possibles pour les gens qui n'ont pas de master's américain. Donc ça, c'est une volonté du gouvernement Trump. C'est tout récent. C'est récent, c'est cette année. Ça entre en compte à partir du 1er avril. Du 1er avril, c'est quand même important parce que quand il n'y a que 65 000 visas, que vous coupez déjà 5 000 de plus, qu'il y aura moins de personnes qui peuvent avoir le visa, c'est compliqué. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que le 1er avril, ils peuvent réceptionner, par exemple, 300 000 dossiers le même jour pour 65 000 visas. Et ça marche comment? C'est premier arrivé, premier servi? Ou il y a une sélection? C'est qu'est-ce qu'ils appellent Diversity Selection, c'est l'équivalent d'une loterie. Ça veut dire que tous les demandes sont mis ensemble et ils vont prendre aléatoire 65 000 visas jusqu'à temps que les quotas sont atteints. Nous avons eu une année, je me souviens plus, il y a quelques années de ça, les quotas ont ouvert le 1er avril et ont fermé le 2. Wow. Ils ont été ouverts une journée parce qu'ils avaient reçu tellement de demandes que ça a ouvert et fermé en une journée. Des fois, c'est ouvert peut-être une semaine, 2 semaines, mais... Ça reste bref. Ça reste très une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Une fois qu'on est sélectionné, une fois qu'on nous dit vous avez été sélectionné pour un H-1B, quelle est la procédure? Comment ça se passe par la suite? Alors, à aujourd'hui, la procédure de premium a été remise parce que président Trump avait retiré la procédure de premium pour les H-1B. On peut accélérer le délai, c'est ça, en payant un supplément? Pour avoir une réponse en 15 jours. Si vous ne pouvez pas payer la procédure accélérée, l'attente est de plus de 10 à 11 mois d'attente. Ah oui, donc on passe de 15 jours à une dizaine de mois. Ou plus. Vraiment pas souvent moins. Alors, quand le président avait retiré le premium d'avoir une réponse en 15 jours, ça veut dire que les employeurs devaient attendre 10 mois ou plus pour avoir une réponse, pour savoir si l'employé pouvait qualifier pour le H-1B. Alors, ce qui était un problème. Là, dans le moment, le premium a été remis en place. Alors, pour tous ceux je conseille à tout le monde de payer le premium parce que l'attente est très, très, très longue. Alors, ils ont une réponse s'ils sont sélectionnés et s'ils sont approuvés parce qu'il y a énormément de demandes de documents complémentaires sur les H-1B, même pour les grandes sociétés. Il y a vraiment un protectionnisme important pour les Américains. Ils essaient de déterminer si vraiment la personne est professionnelle, si la société en a vraiment besoin, si dans l'industrie, ils ont besoin d'un niveau professionnel. Alors, c'est des dossiers difficiles. Une fois obtenu, comment ça se passe pour les dépendants? Est-ce que les dépendants peuvent bénéficier également d'un visa? Alors, les dépendants peuvent venir, les époux, épouses et les enfants, sauf que les dépendants, les époux, épouses ne peuvent pas travailler. C'est un projet, c'est une proposition de loi qui est en cours. Ça va peut-être être en place cette année pour le droit de travail, le permis de travail pour la femme ou le mari, mais ce n'est pas encore fait. Les enfants peuvent venir également, ils ont le droit d'aller à l'école, ils ont le droit d'habiter aux États-Unis, mais ils n'ont pas le droit d'avoir le permis de travail pour les maris ou les femmes. Et c'est un visa de 3 ans. Donc, justement, la durée du visa, on part sur 3 ans, renouvelable ou pas renouvelable? Une fois, renouvelable 3 ans. Et quand l'employé a atteint 6 ans, ils sont obligés de quitter les États-Unis pour 1 an avant de pouvoir repostuler pour un H-1B, pour un H-1B. Il faut refaire toute la procédure? Oui. Tout simplement. Il faut tout recommencer. Depuis le début, après 6 ans. Après 6 ans. Est-ce qu'on peut basculer sur une carte verte avec un tel visa? Ça, c'est un visa H-1B, c'est un visa qui a double intention. Ça veut dire que vous avez le droit d'avoir l'intention de devenir permanent avec ce visa. Il y a certains visas qui n'ont pas cette double intention, mais celui-là a la double intention. Alors, un employeur peut décider de vouloir garder l'employé et dire qu'il lui offre une position permanente et de commencer une procédure de carte verte durant la période H-1B. Alors, il y a beaucoup de frais associés à ce H-1B, des frais d'immigration. Ils ont aussi des frais pour le dépendamment du travail qui sont associés. Alors, c'est quand même un visa qui coûte assez cher en termes de frais. Et ce qui est important, c'est que même si la personne est approuvée en 15 jours, il ne peut pas commencer à travailler avant le 1er octobre. Et il ne peut pas rentrer aux États-Unis avant le 1er octobre aussi. Avant 10 jours avant le 1er octobre. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. Il y a quand même une attente. Après, l'employeur doit quand même attendre jusqu'au 1er octobre pour commencer à travailler. En tout cas, on l'a dit, l'ouverture, c'est le 1er avril, avec ce gros changement dans les quotas. Donc, il faut que les dossiers soient prêts.
Prêt à être envoyé, prêt à être posté. Et pour les gens qui ont des diplômes étrangers, il faut qu'ils fassent faire la traduction de leur diplôme. Il faut faire une équivalence de leur diplôme. Ce sont des diplômes qui sont non américains. Alors, c'est pour ça que ce sont des dossiers qui doivent se préparer. Même si vous avez un diplôme universitaire du Canada ou de la France ou d'un autre pays, ça ne peut pas dire que le diplôme est équivalent aux États-Unis. Alors, les diplômes doivent passer par une évaluation, par une entité qui est approuvée par le gouvernement, par l'immigration américaine, pour savoir si vraiment c'est l'équivalent. Des fois même, ils peuvent revoir les relevés de notes pour que tout soit bien, sont des vrais diplômes et qu'il y a bien une équivalence américaine. Ou se rapprocher de vous directement pour avoir plus de renseignements sur ce H1B. visa H1B. On va parler également, Maître Marcel Poirier, d'une autre actualité par rapport au EB5. Il y a eu un changement par rapport au montant de l'investissement. Alors, nous en avions parlé durant plusieurs autres vidéos que le montant allait augmenter. Là, c'est fait. La régulation elle a été écrite, envoyée au département qui fait la revue pour la publication. Alors, le montant va augmenter de 500 000 $ minimum à 1 350 000 pour les zones défavorisées et à 1,8 million pour les zones normales. Ça va être fait normalement, ça va être en effectif normalement pour le mois de juin. Donc, normalement, ce n'est pas encore acté. Ce n'est pas encore acté pour la date. Si on applique aujourd'hui, on est encore sur les anciens montants. De 500 000 $ minimum et 1 million pour les zones normales. Et à partir de juin, normalement, on devrait basculer sur les nouveaux quotas. Mais la régulation a été écrite, elle a été envoyée pour la publication. Alors ça, pour le EB5, pour ceux qui considèrent encore le EB5, c'est le moment de commencer à regarder pour bénéficier encore du montant qui est réduit. Alors on a parlé du H1B, on a parlé du EB5, on va également parler du E2 brièvement, parce que vous allez partir en conférence, vous allez encore reprendre la route, Maître Marcel Poirier. Vous allez être sur Las Vegas bientôt, et puis vous serez présente également sur Hollywood. Ce sera le 19 mars pour une conférence. Alors le 19 mars, c'est ici en Floride. Alors je veux adresser les gens qui ont beaucoup de questions sur les 180 jours, beaucoup les snowbirds, qui sont des clients de la NatBank, qui ont énormément de questions sur cette période, comment le calcul, qu'est-ce que ça veut dire, si vous devenez résident fiscal ou pas résident fiscal quand vous êtes 180 jours aux États-Unis. Il y a beaucoup de questions sur les 180 jours. Nous allons en discuter. Nous allons aussi parler des visas investisseurs. Ça va être la conférence du 19 mars et la conférence du 18 avril, qui va être à Montréal, également en collaboration avec la NatBank, va encore avoir un peu les mêmes sujets. Et bien sûr, je vais être ouverte à répondre aux questions des gens qui veulent venir me rencontrer aux différentes conférences. Et si malheureusement on ne peut pas être présent pendant ces conférences, on peut vous contacter comment, Maître Marcel Poirier? Alors, toujours au bureau, par téléphone ou sinon par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com. Et en tout cas, il faut préciser également qu'il faut s'abonner à votre chaîne YouTube pour être au courant de toute l'actualité dès que vous êtes en conférence. Voilà, on a une alerte pour nous signaler que vous serez en conférence à tel ou tel endroit. Il ne faut pas hésiter à s'abonner. Exactement. Alors, c'est comme ça, vous savez les dates, parce que j'ai beaucoup de questions quand je vais être à Paris ou quand je vais être à un endroit ou à un autre. Alors, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, vous pouvez avoir les dates et être au courant des déplacements. Tout simplement. Merci beaucoup, Maître Marcel Poirier, pour toutes ces précisions. Et on se reverra très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci, Grégory. C'est un plaisir.